Bon, allez, on va Allez, démarrer peut-être, Patrick? ouais, c'est bon. Bon, bienvenue à tous. Merci encore de nous suivre pour cette série de webinaires qui sera animée aujourd'hui par Patrick Palassi et Théo Laplane, son collaborateur qui a rejoint le cabinet très récemment. Patrick voilà, nous fera part de son expérience sur l'utilisation de nouveaux dispositifs médicaux. D'ailleurs, Patrick, je te remercie pour tes efforts et ta collaboration voilà, ces dernières années à aider aussi la société Southern Implant pour aider sur le concept de développement d'implants spécifiques, notamment voilà, pour la prise en charge de cas complexes. Juste, je voulais vous faire part de qui nous sommes. Southern Implant, voilà, nous sommes des spécialistes dans la fabrication de dispositifs médicaux spécifiques pour répondre à des challenges en chirurgie orale. Et voilà, le docteur Palassi aura tout loisir aujourd'hui de montrer ce qu'on peut faire avec les solutions spécifiques de Southern Implant. Nous avons encore quelques webinaires à venir ces prochains jours. Voilà, on avait un programme assez riche. Demain, nous aurons un webinaire qui sera présenté par le docteur Jean-Pierre Gardella. Donc, ça sera la version 2 du gestion du secteur antérieur. Donc, je vous invite voilà, à nous rejoindre aussi demain et la semaine prochaine, encore 2 webinaires sur des concepts de traitement spécifiques. Alors, en épithèse, ça sera très particulier parce que ça sera de la chirurgie extra-orale, mais je pense que c'est intéressant en tant que professionnel de santé de savoir comment on peut aider les patients avec des prothèses spécifiques après traitement oncologique. Et nous terminerons sur les implants zygomatiques avec le docteur Salomon. Voilà, tout simplement, Patrick, je suis très touché voilà, que tu aies accepté de te rendre disponible pour nous faire une belle conférence comme tu sais les faire. Moi, je partage voilà, un lien d'amitié très fort avec toi depuis 15 ans. J'ai beaucoup appris, surtout en venant te voir, car on a la chance de pouvoir aller régulièrement voir Patrick opérer. On apprend toujours beaucoup. Au-delà de la technique, c'est surtout de l'homme qu'on apprend, qui partage beaucoup, qui donne beaucoup. Et aujourd'hui, ben voilà, tu es toujours là pour nous démontrer que tu es toujours dans le partage. Et c'est avec grand plaisir qu'on va te laisser voilà, faire ta communication sur le changement de paradigme dans le traitement des cas complexes. Théo, tu as ton micro qui est coupé. Et voilà, si C'est tu as bon, besoin, c'est si tu as bon. besoin d'intervenir, super. Alors, Patrick, je vais arrêter de partager. Comme ça va te laisser la possibilité de partager ta présentation. J'appuie sur partage. Voilà, tu as juste à faire partager l'écran. Juste, je Très bien. rappelle aux participants, si vous avez des questions tout le long de la présentation, s'il vous plaît, posez-les dans l'onglet Q&R afin on puisse les suivre et que Théo puisse vous apporter les réponses à vos questions. Voilà. Oui, Emmanuel, oui. je le mets sur partage écran en bas ou mes webinaire Southern Non, non, le desktop, tu fais comme tout à l'heure, un partage d'écran, desktop, et Desktop ensuite, 1, le sien. comment? Voilà. Voilà. Mais je fais desktop, mais il ne fait rien. Ah voilà. Non. Voilà, et maintenant tu lances ta présentation. Et ça doit aller. On y est. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Merci Super. beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Théo. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe Southern Implants pour leur implication dans la réalisation de ces visioconférences qui nous permettent de rester sur les rails durant cette période de confinement. Donc, je tiens également aussi à remercier le Dr Patrick Palassi, avec qui je collabore depuis maintenant environ 5 ans, qui a su m'apprendre, entre guillemets, les grands rouages du métier, que ce soit par sa maîtrise de l'art dentaire, mais aussi par son empathie exceptionnelle envers les patients, comme Emmanuel l'a dit. Et je pense que tous ceux qui ont rencontré le docteur Palassi s'en sont rendus compte. Alors aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être à ses côtés pour vous présenter notre volonté de simplifier les traitements, que ce soit du cas clinique le plus simple comme le plus complexe. Cette simplification a pour vocation d'augmenter la visibilité, la prédictibilité,
mais aussi la reproductibilité des résultats cliniques et des suites opératoires que vont présenter nos patients. Donc, je vais laisser maintenant la parole au Dr Patrick Palassi et je vous souhaite par la même occasion une très bonne conférence à tout le monde. Et je vais répondre aux questions avec l'aide du Dr Patrick Palassi. Bonne conférence. Voilà. Écoutez, bonsoir. D'abord, merci d'être venus si nombreux. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens connus qui sont là et ça fait toujours plaisir de voir que des amis sont là en tout cas. Et nous allons essayer de parler ce soir de l'implantologie du Covid en fait. Parce que depuis quelques mois, on nous dit que notre vie va changer, que tout a changé, que plus rien ne sera comme avant. On voit aujourd'hui beaucoup de séminaires, de webinars, où tout le monde, de façon étonnante, parle de leur cas ou de leurs expériences comme si rien n'était, et en parlant de la même façon qu'avant. Et puis, il faut se rendre compte maintenant d'une chose, c'est que le Covid a tout changé, et va tout nous changer en implantologie également. Et tous les paradigmes, tout ce que nous avions auparavant acquis, ne sera plus acquis du tout. Pourquoi ? Nous sommes face à un ennemi invisible. Nous devons travailler dans la rigueur la plus totale. Tout le monde aujourd'hui commence à s'inquiéter, et à juste titre, sur la façon dont nous allons travailler et gérer ce problème-là. Et nous voyons aujourd'hui fleurir de part et d'autre des protocoles, du matériel, des instruments particuliers, mais on oublie que la base, pour nous en tout cas, c'est le traitement implantaire. Et ne pensez pas maintenant que vous allez pouvoir traiter vos patients comme vous l'avez fait depuis des années, depuis des décennies. En tout cas, c'est plus possible. Et on va voir pourquoi. La chose la plus importante, effectivement, il m'a fallu plus de 30 ans pour comprendre cela, c'est que la connexion entre le cerveau et la main doit être totale pour arriver à avoir un bon résultat. C'est-à-dire que votre cerveau doit analyser les besoins du patient, vous doit analyser le cas, votre main doit arriver à gérer, votre cerveau doit gérer votre main, qui doit gérer l'acte chirurgical. Tout ça, ça paraît très simple, mais le problème, c'est que certains ont deux mains gauches, d'autres n'ont pas de cerveau, et puis à ce moment-là, ça fait des gros problèmes. Et puis, on doit maintenant faire fonctionner notre cerveau en plus en fonction des facteurs nouveaux, totalement nouveaux, qui n'ont plus rien à voir. Il va falloir s'y adapter. On va essayer, au cours de cette présentation, de voir ce que l'on peut changer ou non, ce qui est valable, ce qui ne l'est pas, parce qu'il va falloir simplifier nos traitements. Les patients, maintenant, nous devons, quand on voit le protocole, la lourdeur des axes d'intervention, il va falloir en faire le moins possible, être le plus fiable et avoir, si possible, le moins d'interventions et de complications. Et en fait, c'est étonnant parce qu'en fait, pendant des décennies, je me suis appliqué à gérer ces problèmes-là et tenter de simplifier mes traitements. Et finalement, l'histoire me donne raison puisque tous les traitements compliqués n'ont plus lieu d'être. Et on va voir pourquoi. Mon ami Franck Renoir a développé et s'est fait une belle réputation en parlant d'implants courts. Et dans son discours, depuis des années, il disait, écoutez, c'est simple, les implants courts, ça marche bien. Si on peut simplifier en mettant des implants plus courts, peut-être qu'on aura moins d'intervention d'augmentation de crête, d'élévation de sinus, et au pire, si ça se casse la figure, ce n'est pas bien grave, on change d'implant. Nous avons donné pendant longtemps beaucoup de cours ensemble, et il s'est rendu compte lors des cours que nous donnait que je posais beaucoup d'implants étroits. Voilà une photo avec mon ami Franck dans son chez dans le sud de la France et à Scamandre. Et effectivement, c'est lui qui m'a fait prendre conscience de ce que je faisais. Parce que je lui avais montré des cas comme celui-ci au milieu, où des patients, au bout de 10 ans, n'avaient pas de perte osseuse, avaient des implants de 7 mm, de 8,5, où on disait à l'époque, il y a 30 ans, que c'était des implants qui avaient le taux d'échec le plus important. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, je me rendais compte que ça marchait bien et qu'on n'avait pas autant d'échecs que ça si on en avait suffisamment, s'ils étaient dans l'axe et si on respectait la mère nature. Et puis, comme on voit sur le cas d'en haut, je m'étais mis à mettre de plus en plus d'implants étroits parce que je m'étais posé la question en disant est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de titane ou plus d'os?
Et la question qui était qu'il valait mieux avoir plus d'os. Et je me suis rendu compte que des implants étroits devenaient plus faciles à poser, avec un taux de succès même supplémentaire, meilleur, que des implants normaux, voire des implants larges. Et on sait aujourd'hui, 20 ans après, ou même 30 ans après la mode des implants larges, que le taux de succès des implants larges est moins bon que les implants normaux, a fortiori des implants étroits. Et voyez un cas comme celui-ci, qui a reflété totalement ma pratique, c'est-à-dire que je n'ai pas peur, depuis des décennies, de mettre des implants étroits, de les utiliser pour des bridges partiels, unitaires, et voire des bridges complets. Et voilà un cas complet, regardez, avec 10 ans de recul, sur 10 implants étroits de 3,3 mm qui se maintiennent parfaitement bien. Le niveau osseux est parfait. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le taux de succès de mes implants étroits est aussi important, si ce n'est meilleur, que les implants standards. Et comme c'est de plus en plus facile, pourquoi ne pas utiliser les implants étroits? Et j'ai personnellement multiplié par 6 le nombre d'implants étroits depuis les 8 premières années, où j'ai progressivement réduit ou posé de plus en plus d'implants de 3,3, 3,5 mm de diamètre. On peut dire aujourd'hui que les implants de 3,5, 3,3 et 3 mm sont la majorité des implants que je pose aujourd'hui. Et donc, c'est une évolution. C'est-à-dire que si on peut éviter des greffes d'apposition et qu'on puisse gérer avec des implants étroits notre problème, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je peux vous dire que c'est une des options de traitement. Parce qu'il vaut mieux avoir plus d'os et moins de titane que moins d'os et plus de titane. Parce que si on a moins d'os, il faut en rajouter. Et si on veut en rajouter, ben, il faut des implants, des interventions supplémentaires. Et qui dit intervention supplémentaire, dit risque pour les patients supplémentaires. Risque de contamination, intervention plus lourde. Et les implants, il faut que ça marche, les patients. Il faut aujourd'hui que ça marche bien et comme il faut. Dans ma pratique aussi, j'ai développé parallèlement au Nobel Biocare que j'utilise toujours, l'utilisation de Southern Implants qui sont fabriqués en Afrique du Sud, qui sont de très bons implants. La chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la relation que l'on a pu avoir et qu'on a toujours avec Graham, qui est le président de la compagnie, et qui répond à toutes nos questions et qui est à l'écoute totalement de ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand ces premiers implants sont sortis, je trouvais qu'ils n'avaient pas assez de grippe, ben, ça a été changé dans les 3 mois qui suivaient pour arriver à m'écouter. Et en tant que praticien ayant quand même 35 ans d'expérience en implantologie, ben, on aime bien être écouté quelque part par des gens. Parce qu'on ne dit pas que des bêtises. Et que 35 ans d'implantologie, ben, on n'est pas content d'avoir 35 ans de plus, mais on est content d'avoir 35 ans de plus pour tout ce que ça représente. Et on va parler de quelques cas. Cette patiente-là se présente, une patiente qui vient de Nouvelle-Zélande, qui habitait parallèlement aussi avec la famille à Cassis, qui s'est présentée pour un traitement avec perte des dents postérieures. Et on voit qu'avec la perte des dents postérieures, l'étage inférieur s'affaisse avec les sillons nasogéniens qui sont plus marqués, le menton qui part en avant et un aspect qui n'est pas des plus agréables pour cette patiente très jeune, 46 ans. Et effectivement, on lui avait proposé de lui faire des greffes avec prélèvement de crête iliaque, d'attendre 1 année, de revenir, de reposer des implants. Et lorsqu'elle est venue, elle m'a dit, écoutez, moi, on m'a proposé 2 ans de traitement et 4 interventions. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Et quand on voit, bien sûr, le sourire, vous voyez la perte de l'étage inférieur et le menton qui part en avant. Mais quand on voit la radio, on s'imagine que le cas est quand même délicat. Il y a très peu d'os. Et effectivement, surtout du côté gauche, à sa gauche, secteur 2, il n'était pas évident qu'on puisse faire une pose d'implant et une élévation de sinus simultanée. Mais de toute façon, j'essaie toujours, parce que j'ai fait ma première élévation de sinus en 88, ça fait donc 32 ans, et puis depuis, j'en ai fait quelques-unes, vous imaginez. Et donc, en refaisant tous les jours la même chose, on arrive effectivement à avoir un peu plus d'expérience et ça marche mieux. Et donc, dans ce cas-là, j'ai décidé effectivement de la traiter. Alors, la question aujourd'hui, qu'en est-il des élévations de sinus? Est-ce qu'on va en faire toujours? Est-ce qu'on va en faire moins? Ou est-ce qu'on ne va plus en faire du tout?
il faut donner des corticoïdes. On n'a pas trop envie d'en donner actuellement, vous le savez, ni des anti-inflammatoires. On veut simplifier les élévations, les traitements. Et il faut être totalement sûr de maîtriser votre technique si vous voulez faire des élévations de sinus. Le problème, c'est que je vous dis depuis le début qu'il faut simplifier les traitements, mais les cas difficiles seront toujours là. Ils ne vont pas s'arrêter pour autant de venir taper à votre porte. Donc, il faut être capable de gérer en disant est-ce que ce cas-là, je le traite ou je ne le traite pas? Est-ce que je suis sûr de mon coût et d'éviter effectivement des complications? Dans ce cas-là, cette patiente avait une coquille d'œuf. Et effectivement, ces implants Southern Implant, des Deep Conical, ne sont pas très agressifs, sont agressifs, mais suffisamment. Et on arrive à bien les bloquer. Et c'est pour moi un élément intéressant, surtout quand il y a peu d'os. Et je suis sûr de ne pas tout casser en mettant un implant qui soit plus agressif quand on a une coquille d'œuf comme celle-ci. Et j'ai décidé dans ce cas-là, effectivement, de faire une élévation de sinus et d'utiliser comme biomatériau du MP3, d'ostéobiol, un biomatériau que j'utilise depuis maintenant 16 ans. C'est de l'os porcin comprenant 10% de collagène avec lequel j'ai des résultats tout à fait surprenants. Je l'utilise, ils m'ont été recommandés par le docteur Wultenmark, qui lui-même a fait toutes les études histologiques pour le professeur Bredmark. Et moi, j'aime bien écouter des gens. J'ai toujours dans ma carrière écouté des gens qui étaient des gens extraordinaires et qui m'ont toujours guidé. Ça a commencé par Goldman, par Bredmark, par d'autres amis. Et Ulf fait partie des amis que j'écoute et que je crois. Alors certains disent vous utilisez des biomatériaux qui n'ont pas beaucoup de littérature. Il a été publié sur ce type de produit 189 articles. Et donc, vous pouvez très bien avoir accès à toute cette littérature si vous le voulez, mais pour dire que je ne joue pas, mes patients ne jouent pas le rôle de cochon d'Inde de laboratoire. Quelques-uns des articles écrits avec l'utilisation de MP3 de ostéobiol avec des élévations de sinus. Et dans un cas comme celui-ci, il était hors de question de faire, en tout cas pour moi, peut-être pas pour Ziv Mazor qui est un maître dans cette technique-là, mais ce n'est pas pour moi question de ne faire qu'une technique de Densha avec une élévation de style Summers. Mais les fraises Densha m'ont permis dans ce cas-là, vous le voyez, de densifier l'os et d'augmenter la stabilité initiale de ces implants, ce qui était un bon élément pour moi quand on a aussi peu d'os. On voit le blanchiment de l'os de ce côté-là. Et si vous l'utilisez convenablement, c'est-à-dire avec un va-et-vient, avec une bonne irrigation, ben vous allez éviter des problèmes, vous n'aurez pas de nécrose. Donc, j'ai posé mes implants de ce côté, et on voit le côté qui est le côté le plus difficile, où il n'y avait absolument plus d'os. On voit l'élévation de sinus, à la fraise ou avec la piezo. On enlève délicatement, bien sûr, la membrane, et je vais mettre une pellicule de PRF qui va me permettre de combler le petit trou qui est là. Et voilà l'utilisation de la fraise Densha en reverse qui va me permettre de regarder, de densifier l'os et d'augmenter la stabilité initiale de mon implant. Je vais par la suite mettre mes membranes et compacter le biomatériau au maximum. Et je le compacte et je le compacte et je le compacte, contrairement à ce que certains font. Et je pense que la clé du succès, c'est la compaction. On arrive à poser ces implants, on referme le tout. Du MP3 est mis dans l'alvéole, on referme le tout et on fait l'autre côté. Et dans la séance, j'ai fait 2 élévations de sinus, pose de 10 implants, 6 en haut et 4 en bas, ou 8, 7 ou 8 en haut et le reste en bas. Et en une seule séance, cette patiente a été traitée. Suite opératoire minime. Et pourquoi je vous montre un cas limite comme cela, c'est que si on peut faire plus, ben on peut faire moins. Et je pense que pour les élévations de sinus, si vous arrivez à stabiliser vos implants, ben écoutez, essayez de faire les deux en même temps. Parce que vous allez réduire le temps chirurgical, vous allez réduire le nombre d'interventions. Et aujourd'hui, c'est un des objectifs à prendre. 4 mois plus tard, puisque c'est le temps que j'attends tout le temps en utilisant ce type de biomatériaux, c'est-à-dire 4 mois, je réouvre. Regardez, j'ai même recouvert, rappelez-vous, mes implants avec du MP3. On peut l'enlever facilement. Je mets mes piliers. Et à ce moment-là, je vais faire ma technique de papille. Je ne vais pas faire des fantaisies avec les techniques
qui sont très belles, de Miseli avec des umbrella techniques ou autres, et avec des petits piliers spécifiques. C'est très bien. Mais aujourd'hui, si je mets des piliers multi-unites, je fais ma technique, je prends mes empreintes et je fais le cas. Et c'est terminé. C'est terminé en 2 cas, en 2 interventions, j'ai traité ce cas. Et regardez, la papille est déjà là. Donc c'est pas mal, cette technique, je l'ai développée il y a 30 ans. Et aujourd'hui, elle retrouve encore plus son actualité. Ce qui fait plaisir, c'est qu'elle est utilisée dans le monde entier et qu'avec des résultats totalement similaires. Voilà les implants, l'élévation de sinus. Et regardez ces implants qui ont été mis, la quantité d'os qui a été compactée, l'absence de réaction tissulaire inflammatoire au niveau des membranes sinusiennes. Les 4 implants en bas ont été posés également. Suite opératoire pratiquement nulle. Elle a repris son avion pour la Nouvelle-Zélande 1 semaine après. 4 mois après, on a mis les piliers. Et voilà le cas fini, où on a retrouvé un des appuis postérieurs. Regardez le changement spectaculaire dans le visage de cette patiente-là, où on a retrouvé l'étage inférieur avec son niveau normal. Et donc, finalement, regardez, en 2 interventions, on a traité cette patiente-là. Et je pense que c'est un cas limite pour vous dire, bon, on ne va pas tous faire cela, mais ça vous montre la philosophie du traitement. Et moins on fait d'interventions, et mieux ça sera dans l'avenir. Et puis, on va voir des traitements plus limites. Je vous parle de biomatériaux, et quand vous utilisez biomatériaux, je le dis comme Franck Renoir l'avait dit lors de son webinar, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je paye mes matériaux, je paye mes implants, je suis un praticien libre, et je dis ce que je veux, et j'utilise ce que j'ai envie d'utiliser. C'est une bonne chose, et quand j'utilise quelque chose, c'est que je pense que ça marche bien, et si ça ne m'intéresse pas, je change. Voilà. Les gens qui me connaissent depuis des années, les centaines de gens qui ont suivi des cours à Marseille savent que c'est ma politique et ma philosophie de vie. Et puis, on voit une patiente qui se présente, qui a 39 ans, qui souffre de 20 ans d'anorexie sévère. 20 ans d'anorexie sévère. C'est-à-dire qu'il y a des tas de facteurs associés qui sont considérables que l'on ne maîtrise pas tous. Et cette patiente-là se présente, elle ne fait que 39 kilos tout mouillé. Elle a une bouche d'une patiente de 90 ans. En mastiquant, en mangeant, en se faisant vomir, elle a rongé l'acide, a rongé toutes ses dents, elle se trouve dans cet état-là. Et je pense que c'est un cas extrême. Et on va essayer de le traiter de la façon la plus simple possible. Parce que quand on est simple, on est sophistiqué. Et puis, il n'est pas question, comme aujourd'hui, finalement, c'est un cas que l'on pourrait traiter aujourd'hui de la même façon avec le Covid. C'est que cette patiente-là, j'avais tous les voyants rouges parce que son médecin m'a dit, écoutez, docteur Palassi, faites le plus simple possible, le moins d'intervention possible, parce qu'elle passe son temps à l'hôpital et c'est pour elle une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'elle est tellement atteinte qu'elle a un tiers de chance de passer de l'autre côté. Donc, s'il vous plaît, soyez rapide, efficace et peu invasif. Qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? Rapide, efficace, peu invasif. Et là, par contre, c'est un cas limite. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Parce que quand on a enlevé les dents, voilà ce qui reste. Et il n'est pas question d'aller prélever de l'os autogène de sa crête iliaque, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'os, il n'y a plus rien. Et puis, l'acte chirurgical ne le supporterait pas. Et donc, j'essaie de faire ce que je sais et ce que j'ai fait depuis des décennies, c'est-à-dire simple. Au maxillaire, regardez, il n'y a plus d'os du tout, une coquille d'œuf. Regardez les vues mandibulaires, il n'y a pas plus d'os que ce doigt-là à la mandibule. Et à 40 ans, si elle reste comme ça, elle va avoir une fracture spontanée de la mandibule. On a un tout petit peu plus d'os devant. Et je vais essayer de faire ce que j'ai toujours appris, que Brenmark nous a appris, 5 implants parallèles. On repère le nerf dentaire, les 2 implants distaux, l'implant du milieu, 2 au milieu, parallèle, basta, en une intervention. Bien sûr, pas de mise en charge immédiate parce qu'on a peur de lui fracturer la mandibule. Hollande fort, pilier angulé, même pas. Parallèle, et on sait que ça marche depuis 30 ans. Pourquoi voulez-vous compliquer ces choses-là? Donc, on sait que ça marche, on fait parallèle, pas besoin d'utiliser des piliers angulés et de compliquer le traitement.
j'aurais pu traiter le haut et le bas en même temps, mais elle avait tellement de problèmes de santé que je voulais quand même être avec la ceinture et les bretelles pour cette patiente-là. Donc, le traitement en bas, regardez le nerf dentaire, les 5 implants, on a remis la crête à plat, tout va bien. Et maintenant, on va en haut. Et en haut, vu la quantité d'os, j'aurais pu penser avoir recours à une greffe autogène en premier ou avoir une greffe avec du biomatériau en premier et peut-être mettre des implants ensuite. Je n'ai pas de fraise de Dentcha, mais en sous-forant, on peut être bon. J'utilisais depuis des années des implants MK3, des 3,3 mm, des implants extraordinaires qui malheureusement n'existent plus. Et j'ai décidé là aussi, en étant confiant dans mes implants étroits, en étant confiant dans le biomatériau, c'est-à-dire du MP3, de la traiter. Regardez l'os qui reste. Même sur le scanner, c'est transparent. Il n'y a plus rien. Donc, il faut faire attention. Un mois après le bas, on a décidé de traiter le haut, parce que maintenant, on avait envie que ça se passe bien. Un lambeau, on ouvre tranquillement, comme il faut. Je pose mes 4 implants d'un côté, avec du MP3 que vous voyez ici. Stabilisation initiale de l'implant parfaite. Forage de l'autre côté. Élévation de sinus. 4 implants de ce côté. Il n'est pas question de s'amuser à faire des Holland-Ford dans un cas comme celui-ci. Si elle perd un implant, il faut tout recommencer. Si on n'en met que 4. Si on en met 8 et qu'on en perd même 2, le cas est quand même un succès. C'est-à-dire à la phase 2, si je perds un implant, je l'enlève, il m'en reste 7 ou il m'en reste 6. Et je n'ai pas besoin de réouvrir. Et ça, c'est pour le Covid également. Si vous avez un cas où vous n'êtes pas très sûr de votre os, ben vous n'avez pas envie vraiment de réopérer, ben mettez un ou 2 implants de plus. Et si au pire, vous en perdez 1 ou 2, ce n'est pas la fin du monde. Vous ferez votre prothèse quand même, la phase 2, les papilles, les empreintes, la prothèse. Voilà les implants étroits qui ont été posés. Et regardez, implant une fois de plus parallèle. Dans ce cas-là, j'ai attendu 6 mois à cause de son état de santé qui était plus que déficient. Mais 4 mois auraient suffi. Tous les implants ont parfaitement réussi. Le niveau osseux, regardez, est le même pour tous les implants. En bas, on a mis l'os à plat, des piliers multi-unites, une prothèse transvissée, empreinte haut et bas. On réduit le nombre de séances, essayage de l'occlusion, de l'armature, des dents et pose. Et en 4 sessions, c'est tout terminé. Ça, c'est un cas d'actualité. Voilà les implants parallèles. Rappelez-vous la quantité d'os qu'il y avait. Il n'y a plus rien du tout. Les implants sont parfaitement intégrés. Et une petite parenthèse pour l'Ostel. J'utilisais l'Ostel depuis une vingtaine d'années, depuis le début. Mes amis d'Arsenerby ou autres qui ont développé ce système me l'ont souvent conseillé. Le problème, c'est un petit peu compliqué à utiliser. C'est pour ça que je l'ai laissé un petit peu de côté, pensant que, bon, ça nous permet de voir où on en est, mais on n'avait pas une utilité aussi importante que celle que j'ai aujourd'hui. Et puis à la mandibule, on voit que j'ai 85, ce qui est énorme. On sait qu'entre 60 et 70, on peut faire fonctionner les implants. Mais je ne suis pas surpris. Parce qu'à la mandibule, il nous reste de l'os basal. Et on sait qu'avec un os basal, c'est très dense, c'est moins vascularisé, mais quand ça s'intègre, on peut accrocher la patiente au plafond. Maintenant, le problème, c'est au maxillaire. Au maxillaire, on est parti, vous l'avez vu, de rien du tout. C'est-à-dire qu'on est parti d'une coquille d'œuf vide. Et nous n'avons mis que du biomatériau, sans autogène, sans artifice, que du MP3, uniquement. Et la question était de se dire qu'est-ce qu'on va retrouver au bout de 4 à 6 mois au maxillaire supérieur. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de voir l'Ostel. Surprise, 77. 77. L'autre côté, 77. Tous mes 8 implants
ont une valeur qui était comprise entre 74 et 77. C'est-à-dire qu'en quelques mois, en partant de rien du tout, 4 à 6 mois, je me suis retrouvé avec un os identique à un os mandibulaire natif. Quand même étonnant. Sur une patiente avec l'état de santé compromis. Et donc aujourd'hui, certains me disent, bah, écoutez, je n'ai pas vraiment confiance dans ce matériau, d'accord, mais montrez-moi la même chose. Ce qu'il faut, c'est faire tous les jours la même chose et avoir une logique. Et si vous faites tous les jours la même chose, ben ça marchera bien, vous allez réduire le nombre de problèmes. La prothèse finale avait été faite à l'époque par Jean-Louis Brouillet, une amie du Sud qui a pris sa retraite. Belle prothèse, mais regardez la perte de substance extraordinaire que nous avions. Patiente très jeune, elle est passée bien sûr par une étape de 8 mois de prothèse amovible pour qu'elle se réhabitue à mastiquer, pour contrôler l'occlusion, l'esthétique, la fonction, la phonétique, la satisfaction, avant de passer à la prothèse définitive, sachant que l'occlusion est bien sûr un fait très important. Et puis on est passé de ça à ça, pas mal quand même. On a changé la vue de cette patiente, mais en 3 interventions. C'est tout. Une pour le haut, une pour le bas et une pour la phase 2. Basta. C'est tout. Pas d'os autogène. La patiente, 7 ans plus tard, le niveau osseux est parfait, elle est extrêmement contente de son traitement, elle a retrouvé une vie tout à fait normale, et 7 ans plus tard, je suis certain que dans 7 ans de plus, ce sera pareil. Regardez ses yeux, son regard. Et puis, vous allez me dire, bon, ben, il a traité un cas. Le problème, c'est que chez moi, ils viennent, ils n'ont pas d'os. Donc, c'est un peu délicat et ça fait partie de ma pratique quotidienne. Et celle-ci, vous voyez, elle est quand même gratinée dans le sens de perte osseuse. Et puis, elle nous dit, écoutez, faites-moi le haut et le bas, je veux une prothèse fixe. Un peu compliqué, surtout quand on voit le scanner et quand on voit les coupes du bas. Regardez attentivement au niveau prémolaire, le nerf dentaire sort au sommet de la crête, mais dans le secteur antérieur, regardez attentivement les coupes. Regardez le secteur incisif central, en bas, on a une cuillère, il n'y a plus rien. Et on passe de l'autre côté, il n'y a plus rien non plus. Je lui ai dit effectivement qu'on avait des chances de fracturer sa mandibule, que ça faisait partie des complications, mais qu'on allait essayer de faire simple également. Au maxillaire, ce n'était pas mieux, voire pire. Mais sachant ce que j'ai pu avoir comme résultat avec le type de biomatériaux que j'utilise, et ceci étant reproductible, et nous voulons aujourd'hui de la reproductibilité, pourquoi ne pas traiter cette patiente-là? On voit sur le scanner, c'est même transparent tellement il n'y a pas d'os. Et puis, dans un premier temps, j'ai mis du GTO, c'est du MP3 avec un durcisseur, on en parlera plus tard. 4 mois plus tard, regardez l'os que j'ai. 4 mois plus tard, avec uniquement du MP3, c'est-à-dire de l'os, du biomatériau, 80% de minéral, bovin, porcin, 10% de collagène et 10% d'un additif qui est un gel thermosensible, qui est un copolymère, qui va disparaître dans la semaine qui va suivre, mais qui permet d'obtenir un matériau qui devient dense. J'ai donc mes 16 ans d'expérience avec le MP3, plus la texture de ce biomatériau qui ne va pas partir dans tous les sens. Mais ce que j'ai retrouvé chez cette patiente là, c'est ce que j'ai eu chez ma patiente anorexique en haut et en bas. Regardez l'os que l'on a. On a même taraudé parce qu'on ne voulait pas fracturer la mandibule et on s'est mis à poser 5 implants de nerfs dentaires à nerfs dentaires parallèles avec une quantité osseuse. Rappelez-vous la cuillère que nous avions. Les piliers multi-unit,
et la prothèse provisoire est mise en place. On a attendu 4 mois dans ce sens-là, donc 4 mois plus 4 mois, c'est-à-dire 8 mois. Et puis, on va gérer le haut maintenant. Alors le haut, c'est quand même, vous l'avez vu, un peu plus compliqué. Et j'ai utilisé des implants Deep Conical. L'avantage, c'est que dans un cas comme ça, où il y avait très peu d'os, où on avait des risques de fracture, à ce moment-là, on a des implants qui ont quand même… Regardez le sinus. Vous l'avez vu? Regardez la crête que l'on a ici. Une lame de couteau. Il n'y a pas d'os, ni en hauteur, ni en largeur. À l'aide de la piezo, je vais dégager mon canal incisif pour venir le greffer. Si on peut mettre un implant par là, pourquoi pas? Et en tout cas, si on perd un implant, on sera content d'avoir un peu plus d'os ici. On va venir délicatement faire l'élévation de sinus. Et dans un cas comme cela qui est difficile, l'utilisation de la piezo, j'utilise les WH. Et c'est un complément de mon utilisation des fraises. J'aime bien partir à la fraise parce que j'ai fait ça pendant des années. Et l'utilisation de la piezo pour arriver à décoller délicatement la membrane. Et une fois de plus, du PRF pour renforcer la membrane des sinus. Faire des petites perforations. Personnellement, je m'en fiche totalement des perforations avec du PRF. On a décollé ça et on n'a plus d'os. Le cas, c'est une lame de couteau. On va venir forer parallèle. Là aussi, regardez, on part en vestibulaire, mais j'ai du GTO. Je vais pouvoir jongler avec mon biomatériau. Je check l'occlusion. Si vous voulez faire une chirurgie d'idée, bien sûr, ce n'est pas un problème. Tout dépend de la connexion, je le disais tout à l'heure, entre le cerveau et la main. On check l'occlusion, les 2 implants canines, les drapeaux, les bornes, que mes amis connaissent bien. Et je suis parallèle et je vais mettre autant d'implants que possible dans des cas limites comme cela. On va forer délicatement et regardez la mise en place délicate de ces implants-là. Regardez qu'ils rentrent tranquillement, sans agression, mais malgré tout avec un bon blocage. Et ça, c'est pas mal avec le col qui est lisse, vous le voyez. On arrive à les bloquer. Un des bons points, c'est que la vis est à ras d'implant. Donc, cette patiente est repartie avec sa prothèse totale après l'intervention. On fore en palatin, une fois de plus, pas d'augmentation vestibulaire, pas de technique de Coury. Je n'ai rien contre lui, mais aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité avec ces vis, ces maisons qu'on construit avec des blocs osseux. Pour moi, aujourd'hui, ça fait partie du passé, totalement. La mise en place des implants et la mise en place du biomatériau. En vestibulaire, regardez le GTO qui est compacté dans les 2 sens. Et là, c'est ce qu'on va retrouver au bout de quelques mois. Regardez l'os que l'on a gagné au maxillaire. Je t'interromps 2 petites minutes, Patrick, parce qu'il y a quelques questions qui affluent. Oui, attends, je finis ce cas-là et après je réponds. Allez, il y en a pour 2 diapos. Sans problème. Voilà, regardez la perte de substance considérable que nous avions. C'est la prothèse provisoire. On s'assure qu'elle est capable de bien nettoyer, bien sûr, et on adaptera la prothèse définitive à ce que nous avons au niveau de la prothèse provisoire. Oui. Question? Oui, alors pour les questions, donc il y a plusieurs questions, notamment le docteur Isvi qui se demande si l'utilisation d'implants étroits augmenterait le risque de fracture au niveau des vis. Bon. Patrick? Oui. Personnellement, ma première étude, lorsqu'on parlait avec Renoir sur des MK3, 3 mm 3 de diamètre, sur 850 implants, je n'ai pas eu une fracture. J'ai posé depuis à peu près 5-6 000 implants étroits, y compris des implants donc MK3, des implants Southern également, et des implants actifs. Sur plus de 6 000 implants, j'ai eu 2 fractures. Les 2, c'était des cas de Bruxoman où la prothèse était dévissée
et qui sont restés avec la prothèse dévissée pendant un moment. Donc, aujourd'hui, les fractures ne sont pas un problème. Ceci étant, ceci n'est peut-être pas valable avec tous les implants. Je vous parle de mon expérience qui était des MK3 Nobel Biocare, des Active Nobel Biocare et des Southern Implant Deep Conical. Hexagone externe, il n'y avait pas de problème. Hexagone externe active, je n'en ai pas eu. Hexagone externe interne, Southern Implant, je n'en ai pas eu non plus. Donc aujourd'hui, avec ce type d'implant, je vous parle de mon expérience personnelle. Je ne suis pas un centre de recherche, je suis un clinicien. Et à mon expérience, ce n'est pas un problème. Très bien. Une petite question sur l'utilisation de l'Ostel. Donc, Oui. à quel moment utilises-tu l'Ostel? Avant de mettre les piliers multi-unites ou après? Alors, l'Ostel, on ne peut pas l'utiliser en utilisant les piliers multi-unites parce qu'on perd la valeur. Donc, l'Ostel doit se mettre à la phase 2 lorsque vous avez enlevé la vis de couverture. Si vous avez un pilier multi-unite et que vous avez un doute, vous dévissez le pilier, vous mettez l'Ostel et vous le remettez. L'avantage du nouveau insert d'Ostel, c'est que c'est comme un stylo bille. On le met en place et on n'a pas de vis, on n'a pas de câble, on n'a pas d'instrument à mettre particulièrement. C'est extrêmement simple, donc c'est une utilisation très facile. Mais aujourd'hui, je l'utilise pratiquement systématiquement. Et c'est un élément de sécurité. On n'a pas envie de faire 50 séances en ayant des implants qui se cassent la figure et de faire revenir les patients si on a perdu l'implant. Donc, je pense que c'est un des éléments qui va nous permettre d'aller vers la sécurité. Très bien. Je vais continuer maintenant. Oui, une dernière Sinon, petite je n'y question. arriverai pas, je vais terminer à 8 heures du soir. Oui, juste parce que Ouais. nous en dire un peu plus sur le GTO, sur la manipulation. Je vais en parler. Ok, très Je vais bien. en parler. Ça marche. On parle de mise en charge immédiate. Alors, je vous dis, il faut faire de plus en plus de mise en charge immédiate parce qu'il y en a fait de plus en plus. Et il y a des gens qui vont dire, écoutez, c'est contre nature, il ne faut pas faire de mise en charge immédiate parce qu'on va avoir plus d'échecs. Alors moi, vous savez, je vous ai dit que j'aimais écouter des gens qui étaient des gens dignes de confiance. J'ai parlé de Goldman, de Bredmark, de Mark et bien d'autres. Et là, vous avez mon ami Ruben Rosenberg de Santiago du Chili. C'est Ruben Rosenberg, le centre Bredmark Santiago du Chili. Je l'ai connu il y a une vingtaine d'années lorsque j'ai eu le privilège de rejoindre Bredmark au sein de ces groupes des Bredmark Centers, où nous étions 14 du monde entier à se réunir avec Bredmark et parler de nos problèmes. Et Ruben est un être extraordinaire et en plus un clinicien hors pair, je n'ai jamais vu des comme ça. Je peux dire sincèrement, sans prendre de risque, c'est le praticien qui pose le plus d'implants au monde. Et donc, quand il dit quelque chose, je l'écoute, quelles que soient les études publiées. Parce qu'un mec qui pose entre 6 et 8 000 implants par an, tout seul, ben pour moi, il sait ce qu'il dit. Le voilà ici lors d'un cours que j'ai donné pour lui au Chili, dans une des forêts de Patagonie, forêt de Villarrica, avec des arbres qui sont vieux de plus de 3000 ans. Et Ruben m'a dit, un jour on discutait ensemble, ça fait lui qui m'avait poussé à utiliser l'active, et lui-même qui m'a dit, écoute Patrick, tu sais, je fais beaucoup de mise en charge immédiate, tu peux en faire parce que ça marche vraiment bien. Et puis il y a quelques années, je l'ai vu lors d'un congrès où il était en train de parler de ces chiffres, et je l'ai appelé hier, j'ai dit, tu sais, tu peux me redonner ton étude sur les implants en mise en charge immédiate. Il m'a dit volontiers, il me l'a fait passer tout à l'heure. Ruben, tu écoutes, je te remercie pour cela. Voilà, en espagnol, les implants en bleu, c'est la mise en charge différée, et en rouge, c'est la mise en charge immédiate, et le nombre d'implants par an. Vous voyez, il y a 2600 en mise en charge différée en 2001 et 17 en mise en charge immédiate. Et vous voyez qu'en 2016, vous en avez 5600 en mise en charge immédiate pour 2600 en mise en charge différée. 5600 implants dans l'année en mise en charge immédiate. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Et donc, il a étudié cela, et voilà le total des implants avec les fracassos, c'est-à-dire les échecs,
sur 17 ans et sur 46 512 implants. Pas mal, non? 3,9% d'échecs en mise en charge normale, différée. 46 000 implants réussis, 1813 implants en échec, ce qui représente que 3,9%. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ces statistiques personnelles, en mise en charge immédiate, sur 62 558 implants posés par lui, d'accord, 3,1% d'échecs en mise en charge immédiate. 1900 échecs pour 61 600 succès. Je vous laisse réfléchir, mais ça veut dire quelque chose pour moi. Et ça veut dire qu'il ne faut pas avoir aussi peur. Il est évident que dans des cas où l'os n'est pas favorable, on ne va pas se jeter à faire des mises en charge immédiates partout. Si des patients sont bruxomane. Mais ce qui veut dire que si un type comme ça fait cela, et ce qui s'apporte sur 62 500, il n'y a pas un seul article au monde ou une seule université, même en études cumulatives, qui se retrouve sur ce type de nombre d'implants en mise en charge immédiate. Donc, je vous laisse méditer. Et moi, aujourd'hui, plus d'échecs en mise en charge immédiate? Non. Voilà un cas. Cette patiente se présente. Elle a une prothèse amovible. On va lui faire un traitement le plus simple possible, récliner les lambeaux, et on a suffisamment d'os devant, nous permettant effectivement de faire une mise en charge immédiate. Et on va utiliser une fois de plus la piezo pour extraire les dents. On va rincer avec de la bétadine, puis de l'oxygéné à 10 volumes, puis du sérum Phi. Et regardez, on sait aujourd'hui que l'oxygéné, pour les virus, c'est très bon. Et donc aujourd'hui, je fais cela depuis des années et j'ai toujours été étonné. Regardez l'état de l'os comme il devient propre et beau. Et j'ai toujours été étonné du peu de complications infectieuses post-opératoires en utilisant ce protocole. Donc aujourd'hui, je vous encouragerai à rincer avec de la bétadine ou oxygéné, sérum Phi, chaque fois que vous allez extraire des dents et opérer. Et je fais la même chose, élévation de sinus. Je ne vais pas bien sûr faire des mises en charge avec beaucoup d'implants au fond, mais des devant, j'ai de l'os. Je commence par mettre des implants et je vais venir compacter mon os comme il le faut. Du MP3, vous le voyez, est compacté. Et les Romanos et puis un Chinois aussi ont fait une étude sur la compaction du biomatériau. Et ils se sont rendus compte effectivement qu'il y a 2 fois plus de compaction, 2 fois plus d'os. Aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis plus d'une dizaine d'années. Je mets le forêt, je compacte avec les instruments que j'ai développés. Je me fais un peu de pub, c'est des instruments que j'ai développés qui sont en vente chez Pred. Mais ce n'est pas ça qui va me faire survivre. Mais regardez les implants deep conical que je mets tranquillement, que je viens torquer avec mes piliers multi-units. Et je sens que ces implants sont stables et je vais pouvoir aller en postérieur. Et j'aurai au moins 6 implants déjà qui me permettront d'avoir une mise en charge immédiate. Je viens venir mettre mon biomatériau et je mets mes implants de la même façon, des deux côtés. Et là, maintenant, regardez, en une intervention, en un jour, la patiente est venue avec ses dents, elle est repartie avec ses dents. Pas mal. Regardez la sculpture des tissus, suture périostée, le biomatériau, c'est du MP3 qui est compacté et les implants sont mis en place. Certains vont dire encore, mais vous savez, il n'y a pas de bibliographie supplémentaire suffisante avec les produits ostéobioles. Donc, je vous donnerai, pour ceux qui le veulent, les articles. Mais voilà quelques-uns des articles qui ont été écrits sur la préservation des alvéoles en utilisant ce type de biomatériaux, du MP3.
ou du génos. Et donc, une fois de plus, quand des gens disent qu'il n'y a pas assez de recherche ou il n'y a pas assez d'articles, ben écoutez, je leur dis regardez un petit peu la littérature et vous verrez qu'il y a ce qu'il faut. Mais regardez dans ce cas, on a mis donc 8 implants, le même protocole, la même chose et une mise en charge immédiate. Le lendemain, il y a eu un petit saignement du côté gauche, vous le voyez, à droite, pardon. Les tissus sont beaux, la prothèse cicatrise. 15 jours plus tard, on enlève les points et on teste pour voir si tout va bien. Regardez la beauté des tissus. 15 jours plus tard, la qualité, la quantité des tissus en place. Et puis les papilles vont se mettre en place, puisque on sait très bien que la mère nature va vous faire gagner 2 mm d'os chaque fois. Et voilà ce que l'on a pu gagner. La ligne du sourire de la patiente. Les papilles descendent petit à petit. Et avant de faire la prothèse, on va essayer de modifier un petit peu l'architecture pour trouver le bon compromis entre l'hygiène, l'esthétique et le profil d'émergence. Voilà la dernière étude qu'on a fait. On devait faire la prothèse définitive avant le Covid et puis la patiente a pris rendez-vous pour cela. On va dégager un peu plus les embrasures, mais regardez que les tissus sont parfaitement sains et on va pouvoir lui faire un très beau travail. Voilà la patiente au départ et voilà la patiente 4 mois plus tard avec son provisoire. Changement spectaculaire. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous compactez le biomatériau? Vous n'en savez rien. Peut-être que j'en sais rien, mais j'ai un peu d'expérience. Et mon expérience sert, et quand je fais tous les jours la même chose, ben ça marche bien. Le GTO, je vous l'ai dit, c'est un biomatériau que j'utilise maintenant depuis 4 ans, qui a été développé par Ostéobiol, qui n'est, je vous le répète, que du MP3, donc il n'y a pas de changement dans les matériaux que l'on utilise, avec du collagène et un matériau thermosensible, qui fait que quand on va mettre ce matériau, il va durcir. Et lors des premiers cas que l'on a pu faire, nous avons été 3 au monde à développer, à utiliser cela en premier. Il y a eu le professeur Ulf Nanmark, Roberto Rossi de Genève, de Genova, de Gênes, et moi-même. Regardez ce cas où on voit qu'on aurait pu effectivement combler, greffer, faire un bloc osseux, faire un courri ou ce que l'on veut. Et puis bêtement, on a mis l'implant. Et puis j'ai mis ce biomatériau, tout bêtement, en disant bah, tiens, peut-être ça va marcher. Et on l'a compacté comme de la pâte à modeler, comme font les enfants de 10 ans, en disant c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui va se passer? Et on attend 4 mois, comme d'habitude, puisque c'est ce que j'attends tout le temps. On va le compacter une fois de plus, mais la différence, c'est qu'au lieu de partir dans tous les sens, ben, ça devient dense. Une belle petite suture, on a mis l'implant en même temps, et on va voir ce qui se passe 4 mois plus tard. J'ai au téléphone notre ami Rosenberg qui me dit coucou, il est content. Voilà, regardez, on ferme et on réouvre. 4 mois plus tard, en fait, on est 3 mois et 3 semaines, parce qu'on a fait l'histo sur ce cas. Regardez ce que l'on trouve 4 mois plus tard. 4 mois plus tard, un os qui est dense, on dirait qu'il a toujours été là. C'était, je vous l'avoue, un choc lorsqu'on a vu ça la première fois. La belle chose, c'est que c'est reproductible. Pas mal, hein? Et ça m'a permis de changer ma pratique. Et ça va vous permettre de changer votre pratique. Je pense sincèrement que c'est une révolution. Parce que quand on peut faire ça avec un peu de pâte à modeler, que ça devienne de l'os, et qu'on n'ait pas à prélever, à fabriquer des petites maisons avec des vis pour fabriquer de l'os, avec les risques de complications, la morbidité des sites de développement. Et Dieu sait si j'ai fait des greffes autogènes. J'adorais ça, je m'amusais beaucoup. Sauf que maintenant, on ne peut plus s'amuser. Et depuis 8 ans, 10 ans, je n'ai plus fait une seule greffe autogène depuis que j'utilise du MP3 et encore plus maintenant, ce GTO, ben, je n'ai même pas besoin de vis. Mais regardez, quand on a réouvert, on a mis les implants, on a attendu 4 mois et on réouvre pour mettre le pilier. Regardez ce que l'on a. Tout est magnifique. Regardez l'os que l'on a. Et puis, on a des cas plus difficiles. Regardez cette patiente qui vient à la mandibule, où devant, c'est une lame de couteau. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un cas difficile.
et qui peut le plus, peut le moins, j'ai progressivement augmenté la difficulté de mes cas. Et comme j'avais de l'os sur les côtés, ben, j'ai voulu essayer de combler au milieu. Et comme j'ai comblé avec du GTO de la même façon, il est intéressant de voir, dans un cas comme celui-ci où il y avait une lame de couteau, qu'on a pu mettre 6 implants, mais regardez lorsqu'on a ouvert, lorsque l'on avait, au bout de 4 mois, là encore, c'est un implant peu agressif, mais qui bloque bien un conical, un dip conical, hexagone interne. Mais regardez, lorsque l'on a au bout de 4 mois, trouvez-moi un matériau où on puisse avoir cela, et même de l'os autogène. Je n'ai pas utilisé de PRF dans ce cas-là, je n'ai mis que du GTO, j'ai attendu 4 mois, et voilà ce que l'on a. La prothèse provisoire est en place, et la patiente est contente. Et donc, dans le cas de maxillaire antérieur où on a perdu beaucoup d'os, dans des cas comme cela, sur cette patiente qui s'est présentée en 2004, donc 16 ans, ben, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Ce que j'ai toujours fait à l'époque, des blocs osseux, parce qu'on disait l'os autogène, c'est le gold standard. Certains le disent aujourd'hui, moi je ne le dis plus. Mais c'était le gold standard. Et dans un cas comme cela, il fallait ouvrir, prendre un bloc osseux. J'adorais ce type d'intervention parce que c'était la marqueterie. On prenait des petits blocs, on mettait des petits trous, on mesurait, il fallait que ça s'adapte. Et comme mes greffes s'adaptaient bien, je ne perdais pas d'os parce que j'étais précis. Et vous savez que la précision, ce sont les clés du succès. C'est un des éléments de la clé du succès. Et dans un cas comme celui-ci, regardez le beau greffon qu'on avait mis avec les vis de stabilisation. Et regardez, 2004, qu'est-ce que vous voyez sur mon greffon? Du PRF. Ça fait 16 ans que j'utilise du PRF. Mes amis, le docteur Choukroun, Joseph et Claude, qui sont des amis très proches, m'ont toujours poussé à utiliser cela. Et ça, effectivement, c'est un bon élément pour favoriser la cicatrisation des tissus mous. Mais dans un cas comme celui-ci, ben ça marchait bien, les greffes autogènes. Parce que regardez ce qu'on arrive à reconstruire, c'était merveilleux. Mais aujourd'hui, si je peux avoir la même chose sans prélèvement, pourquoi faire un prélèvement? Si je peux réduire la morbidité, les douleurs, parce que ça, sans corticoïdes ou traitement corticoïde ou anti-inflammatoire pendant une semaine, bon courage. Hein. Et puis, un cas, donc 16 ans, on se faisait déjà du Nobel Guide. Donc, aujourd'hui, j'en fais pratiquement plus. Mais ce n'est pas que j'en fais plus que je ne l'ai pas fait. Et je sais comment ça fonctionne. Mais la connexion entre le cerveau et la main de chacun varie. Mais c'est très bien. Ce qui compte, c'est que vous soyez précis. Quels que soient les moyens. Avec des drapeaux, avec des guides, avec une chirurgie guidée ou avec un système de navigation. Ce qui vous fait plaisir. Je m'en fous pas mal pourvu que vous soyez précis. Et on pouvait avoir de beaux résultats, là aussi. Et ça marchait bien. Par contre, aujourd'hui, avec ce que l'on sait des techniques, du GTO, mais surtout du coronavirus, on n'a pas envie de se lancer dans des interventions comme cela. On veut faire simple. Et cette jeune patiente, qui m'a été adressée par mon ami le docteur Cremades, Aix-en-Provence, a eu un accident de vélo, elle est allée taper dans un pont, dans un pilier de pont, adorable petite jeune fille de 18 ans, mais quand on voit la prothèse superbe qui a été faite provisoire, regardez la perte de substance considérable. Regardez la radio. Encore plus compliqué que le cas d'avant. La prothèse superbe a été réalisée par le Dr Andrieux. Les autres prothèses par nos amis prothésistes avec qui on travaille depuis des années à Marseille. Je parle du docteur Leroux. Regardez l'ensemble. La perte osseuse considérable.
Et puis maintenant, on va utiliser ce protocole. Quand j'avais de tels résultats dans des petits cas, pourquoi ne pas faire la même chose? On va prélever ce GTO, regardez comme il tient en place, on le met en place, il reste là, et regardez ce qui se passe au bout de 4 mois. On a de l'os, et quand on réouvre, regardez la cicatrisation. Ce qui est étonnant, c'est que le matériau reste en place, mais là, ce qui est étonnant, c'est que la réponse des tissus mous est absolument incroyable. Et ça, c'est une des choses révolutionnaires à mes yeux. Regardez ce que l'on a déjà gagné lors de la première intervention. Étonnant. Pas de risque de perforation, pas de vis. Regardez la radio avec le scanner. Et lorsqu'on réouvre, je vais utiliser de plus ces implants-là qui sont peu agressifs. Si je prends des implants plus agressifs, j'ai peur de tout casser. Regardez comme je les rentre délicatement. Regardez la qualité de cet os 4 mois plus tard. Et je vais regarder avec mon ostel, puisque je suis parti de 0 une fois de plus, et l'ostel, il est vert. Vert, c'est plus de 70. On est à 74 là. 74. Exactement comme la patiente avec le MP3 pour les sinus, mais dans un cas de reconstruction, de perte osseuse considérable, en partant de 0, j'arrive en 4 mois à reconstruire un os mandibulaire. Et l'ostel le prouve. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez la qualité des tissus que l'on obtient, incroyable. Et je vais mettre mes implants et je vais rajouter encore du biomat, mon GTO, en vestibulaire, comme de la pâte à modeler. Et puis, comme je vais en gagner en vertical, ben, je vais le couper comme une selle de cheval et je vais le mettre comme cela. Ça paraît trop simple pour être vrai. Les gens disent, mais il est fou, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais une fois de plus, je vous le dis, je me base sur 16 ans de recul, puisque c'est exactement le même matériau. La cicatrisation, cette patiente devait venir en contrôle avec sa prothèse provisoire le premier jour du confinement. Et puis on a annulé son rendez-vous, dès qu'elle va confiner, on va le revoir. Mais voilà les implants en place. La phase 2, regardez les implants, on est parti de rien du tout. Regardez la quantité d'os que l'on a créé, à partir de rien. La prothèse provisoire qui était en place, et 4 mois plus tard, la phase 2, et une fois de plus, on va faire la technique de papille, on ne va pas s'amuser à jongler avec les composants et tout, on va faire un beau profil d'émergence, et les tissus vont aimer ça. On fait simple. Et avec le provisoire, en une séance, le provisoire sera fait, il a été fait, et à ce moment-là, on pourra faire la prothèse définitive. On reteste les implants vers 74. Regardez, 74. Et la même chose pour celui-là. 74 également. Donc, 4 mois plus tard, on a réussi à préserver cette qualité osseuse et cette stabilité osseuse. Et on peut maintenant faire la prothèse provisoire sans aucun danger. On va faire les rotations de papilles, on fait ce qu'il faut, on tourne les tissus. Cette technique aujourd'hui est reconnue dans le monde entier. Je vois des gens, que ce soit au Chili ou au Pérou ou en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud. On va venir rajouter du GTO parce que maintenant, je peux gérer les tissus mous avec le tissu dur. C'est-à-dire de façon que, sachant ce que je sais au niveau de mes réponses tissulaires, je modèle la base de mes tissus mous avec le GTO. Voilà, tout bêtement. Étonnant, hein? Un changement considérable. Ça va réduire le nombre d'interventions. Et finalement, cette patiente-là, qui était un cas excessivement difficile, a été traitée en 3 interventions. La prothèse provisoire a été mise en place. Ça, c'était 1 semaine après que la prothèse a été mise en place. Sachant ce que l'on sait et des réactions de mère nature, la papille aujourd'hui est là. Si on fera une autre séance, elle va venir
J'espère qu'on sera déconfiné, que tout ira bien après le 11. Je vous garantis que la première semaine, elle vient celle-là. Parce que je veux avoir les photos. Mais vous pouvez me faire confiance, c'est pas mal. Patrick, juste avant que tu Oui, commences sur l'Alerta, justement, je réponds. il y a beaucoup de personnes qui se demandent si tu mets des membranes, notamment du PRF, ou si tu mets simplement ton GTO, et comment tu gères le GTO, quel fil de suture. D'accord. Voilà. Alors, d'abord, pour ceux qui me connaissent, savent que je ne suis pas un fanatique des membranes, toutes les membranes, quelles qu'elles soient, parce que je pense que la meilleure membrane que l'on ait, c'est le périos, et que donc ça marche très bien quand on ne met pas de membrane. Pour tous ceux qui utilisent beaucoup de membranes et qui dépensent beaucoup d'argent avec des membranes, essayez de ne pas en poser et vous verrez que ça marche très bien. Je ne me fais pas toujours des amis quand je dis ça avec les compagnies, mais ça m'est égal. C'est ce que je fais et ce que je dis. Ça, c'est la première des choses. Par contre, le PRF va améliorer et booster les tissus mous, la cicatrisation des tissus mous. Donc, si vous pouvez utiliser du PRF, c'est bien. Mais si vous n'en avez pas, ça ne va pas vous changer la vie. Ça cicatrisera peut-être un peu mieux et surtout un peu plus vite. Mais la cicatrisation sans PRF avec du GTO est exceptionnelle. Je maintiens aujourd'hui que la cicatrisation, elle vient du GTO principalement. Et quand je n'ai que du GTO, il m'arrive de ne même pas fermer totalement. Vous allez le voir tout à l'heure. Et ça cicatrise de façon extraordinairement belle. J'ai répondu? Très bien. Bon. Je peux continuer? Oui, très bien. C'est bon. Bien. On va maintenant parler du projet Inverta. Cet implant Inverta a été développé justement par Southern Implant et on parlait de mise en charge immédiate. Il a été conçu par Stephen Chu des États-Unis ainsi que Graham Blackbird qui est le président de Southern Implant, que Ron Evans a fait quelques études sur les animaux puis des études sur cadavres et les premières publications ont été développées sur ce design en 2018. C'est un implant qui est récent. Je vous montrerai deux cas pour montrer que c'est une option. Ce n'est pas un implant universel du tout. C'est pour moi, n'en déplaise à la compagnie, un implant niche. C'est-à-dire que il n'existe qu'un certain diamètre qui était de 4,3, je crois, et 5 mm, ce qui était trop gros. Ce qui est bien, c'est que Graham nous a fabriqué, il y a quelques mois, des implants de 3,5 parce que je trouvais que c'était indispensable et qu'on ne pouvait pas mettre un implant de 4,3 pour des latérales. Et il était stupide à mes yeux d'utiliser un Inverta sur une centrale et un implant deep conical sur une latérale. Ça ne tient pas la route. Ça n'a aucune logique. Donc, ça a été modifié de ce côté-là. Mais pour moi, au niveau d'une centrale, au niveau d'une canine, où on a un implant un peu plus gros au niveau du corps de l'implant, on va avoir une meilleure stabilité. Et là aussi, ça va être un bon point pour la mise en charge immédiate. Regardez ce cas-là. On extrait donc les dents, protocole standard, et vous allez voir qu'on fait tous les jours la même chose. On extrait les dents, on utilise la piezo, on nettoie tout, et on utilise, une fois après avoir fait le nettoyage, ces forêts-là. Là, ce sont des forêts de 3,5. Alors, c'est amusant, j'avais fait un cours pour des praticiens anglais et sud-africains, et la personne de Southern Implant qui était là ne connaissait pas les implants 3,5, elle a fait des gros yeux, parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Et en fait, je les avais reçus un petit peu en avance, et regardez comme ils sont beaux au niveau des latérales. Regardez comme on les bloque bien, et le col qui est plus gros permet d'avoir au milieu de l'implant une bonne stabilité. Vous le voyez comme cela. Et le bon point, c'est que l'implant est étroit au niveau du col de l'implant. Et on peut mettre plus de biomatériaux et le succès à long terme des extractions et mise en place d'implants, c'est d'arriver à rajouter du biomat. On est en vert, une fois de plus, 72, 74. On est bien sur l'autre implant. Regardez, vert aussi. On a bien bloqué ces implants. On va pouvoir faire une mise en charge immédiate. On va compacter, vous le voyez. Regardez comme je mets ça. Je le compacte bêtement, de façon stupide, et ça marche. Allez savoir pourquoi.
suture périostée. Et regardez la cicatrisation que l'on a lorsqu'on enlève les points à 10 jours. Étonnant. Je pense personnellement, tout le monde n'est pas d'accord, mais personne n'a vraiment de réponse, que c'est lié au fait que le matériau est dur et que les tissus mous peuvent s'appliquer sur quelque chose de dur immédiatement et non pas sur une poudre ou une pâte molle qui est là-dessous. En tout cas, regardez, en extrayant, la papille est là, regardez la beauté des tissus dans ce cas-là, et la prothèse a été mise en place. Regardez la beauté des tissus dans ce cas-là. Incroyable. On est à 10-15 jours post-opératoire. Alors effectivement, le bon point, c'est que quand on extrait les dents, les complications étaient liées au fait que les implants étaient trop vestibulaires et que quand on avait moins d'os, ben cet os, cette crête fine latérale se résorbait. Ou alors, on ne mettait rien et la crête fine se résorbait. Et ça peut entraîner effectivement des complications en vestibulaire. Mais personnellement, je l'ai traité depuis des années en compactant le MP3 autour de mes implants. Et si on a des implants plus étroits, ça fonctionne bien. Voilà un cas standard pour vous montrer que ça fonctionne avec le même protocole, la piezo pour ne pas fracturer les bords fins. Regardez comment on enlève les dents facilement. On nettoie tout, on met l'implant, regardez en palatin, et on va venir compacter le biomatériau en vestibulaire. Vous voyez, on préserve les tissus. Et juste pour vous montrer sur ce cas, que 7 ans plus tard, voilà ce que l'on voit, 7 ans plus tard. Parce qu'en haut et en bas, on a mis 2 implants sur latéral, on a mis du MP3, et c'est tout. Pas de greffe conjonctive, que du MP3, et voilà ce que l'on a. Il faut compacter du biomatériau en vestibulaire. Et vous allez diminuer les complications post-opératoires. Et là aussi, ceci porte sur des milliers d'implants. Regardez cette vue, 7 ans plus tard, et je pourrais montrer des dizaines et des dizaines de cas comme cela. Et donc, un des bons points, justement, c'est de savoir pourquoi cet os se résorbe, s'en va. C'est parce qu'il n'y a pas assez de vascularisation et que quand la crête est très fine, elle n'est pas vascularisée, elle se résorbe. Si on a un implant gros, ben la crête fine reste, on a peu de vascularisation. Si on met du biomat en vestibulaire, principalement du biomatériau avec du collagène qui va se résorber rapidement, au bout de 4 mois, vous l'avez vu, on a de l'os, à ce moment-là, grâce au collagène, la vascularisation va être préservée et les tissus vont rester. Et donc, la stimulation sanguine se fera autour de l'implant et par là même réduire le nombre de résorptions. Et le concept est qu'au lieu d'avoir un implant triangulaire conique comme cela, ben l'implant il est mis à l'envers. Donc, il est plus gros au milieu et donc on aura une meilleure stabilité au milieu et plus d'espace disponible et de vascularisation pour le biomat. Et ça va totalement dans ma philosophie de traitement. Et voilà l'implant tel qu'il est. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours, voilà pourquoi c'est pour moi encore un implant niche, il y a des patients, on a une résorption et une concavité très importante. Voilà pourquoi vous devez faire une analyse très sérieuse au scanner, c'est que si la concavité est trop importante, il vaut mieux avoir un implant conique normal plutôt que de tout perforer en ayant un gros paquet d'os où il n'y a pas d'os. Un gros paquet d'implants à l'endroit où il y a peu d'os. Donc, c'est adaptable quand on a de la hauteur et quand on a de l'épaisseur et surtout pas trop de concavité. Donc, c'est une bonne indication pour moi pour des incisives centrales et pour des canines où on a besoin de bloquer ces implants au milieu. Voilà un cas qui va vous montrer exactement ce qu'il en est. Regardez les tissus qui sont très fins. Je mets la doigt sur le truc, moi, comme un idiot. Mais regardez ici, les tissus sont très fins. Cette patiente a des bridges sur implant que j'ai posés il y a 18 ans. 18 ans, de part et d'autre. Maintenant, elle bruxe, elle va perdre ses dents antérieures et je mets des implants.
Mais regardez, les tissus sont fins ici, parce qu'elle a perdu de l'os. Et la même chose, je fais tous les jours la même chose, je fais comme un bourricot, je fais tous les jours la même chose. Voilà. Et on ne fait bien que ce que l'on fait quotidiennement. J'extrais, je nettoie de la bétadine, vous le voyez, de l'oxygéné. Je vais mettre mon GTO, je mets mes implants en place. Je bloque bien avec le doigt pour rentrer dans la position qu'il faut. Et je rajoute. Alors regardez le truc. Je pourrais fermer là. Regardez, les tissus sont très très fins. Je fais mon premier point de suture et je me dis pourquoi est-ce que je ne vais pas mettre du GTO? Et donc je suture là tranquillement. Et puis là au milieu, dans le pontique, ben, je remets du GTO. Et je suture comme je peux, qui est quand même assez étonnant. Regardez ma suture spécifique pour les papilles centrales. Je rebloque l'ensemble, mais vous voyez, je ne suis pas obsédé par la fermeture de tout ça. Et je suture là. Il n'y a pas de PRF. Quand même pas me dire que le PRF est indispensable. Il n'y a pas de membrane. J'ai mis mes implants avec les piliers et on a fait une mise en charge immédiate. Les implants sont en place. Vous voyez comme ils sont plus gros. Et regardez, avec 20 jours, en démontant la prothèse, la cicatrisation des tissus. Regardez l'épaisseur des tissus à ce niveau-là, la forme, la couleur, la texture. On va pouvoir ensuite faire une prothèse définitive, mais regardez la beauté de ces tissus et l'incroyable réaction tissulaire alors qu'on n'a pas fait de greffe conjonctive. Alors, pour le Covid, encore un truc de plus. Je suis désolé parce que j'adore la mucogingivale. C'est mon dada. Mais je suis désolé, mes amis, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. C'est un changement total de concept. C'est pour moi une révolution. Parce que ça, on a l'impression qu'on a pris la moitié du palais pour arriver à retracer ça. Et je vous remontre quand même. Non, je ne vous remontre pas parce que je vais le quitter, j'ai peur de quitter le truc. Mais regardez où on était. Le bridge provisoire est en place. Mais regardez cette vue de ces tissus mous avec ce protocole. Donc, je pense aujourd'hui que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui pour des cas difficiles s'applique a fortiori pour des cas simples. Et qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que vous pensez à ce que nous a dit Ruben. Pensez à ce que nous ont dit tout le monde. Pensez à ce que je vous ai dit aujourd'hui, avec le recul de 16 ans que l'on a avec ces biomatériaux, avec le sérieux de ces implants qu'on utilise et votre expérience. Je ne dis pas que c'est la seule façon. C'est ma façon d'agir, c'est ma façon de traiter et elle marche. De travailler comme cela va nous permettre de réduire le flux de patients qui vont revenir éventuellement pour des interventions multiples. On va réduire par là même le risque de complications. Parce que quand on fait des greffes conjonctives énormes, ben les gens ils ont mal au palais, après il faut mettre des plaques, après ça peut saigner, après ils vont revenir parce qu'il faut qu'on voit si ça cicatrise bien. Là, on n'a rien fait, on a mis un peu de biomat. Et on va donc par là même éviter le risque supplémentaire de contamination croisée. Associé à cela, moins on a de patients dans nos cabinets, moins ces patients viennent nous voir, et moins on a des risques de les contaminer ou de se faire contaminer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous voyez, j'ai essayé d'être simple et de vous faire part quelles étaient mes réflexions. La chose est que ça ne change rien. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'un coup, je me suis dit, mais finalement, moi, ça ne va rien me changer. On va faire plus attention à la rigueur, à l'asepsie, au flux de patients, à l'organisation du cabinet. Mais tout ce que j'ai fait depuis des années, je vais le refaire de la même façon. Et je pense qu'il faut penser à cela. C'est fini de s'amuser à faire des tas d'interventions. C'est fini. Vous n'avez plus le droit. Vous devez être simple. Et si les patients sont trop compliqués, vous savez la pyramide,
des patients trop difficiles, ben vous dites, moi, je suis en bas de la pyramide, je ne peux pas vous traiter. Et il faut mettre les choses en disant aujourd'hui, ça a été dit, c'est un temps de guerre. Si on a un ennemi qui est important, que le patient il ait un peu plus de papillons, un peu moins, plutôt que de rester, de se retrouver en réa, pas pareil. Donc, il ne faut pas s'amuser. Voilà, on a passé un petit moment ensemble. Je vais répondre à vos questions avec plaisir. Je dois remercier Emmanuel, Théo, tous mes amis, vous tous d'être ici, de m'avoir supporté pendant 1h25, non 1h20, parce qu'on a commencé avec 5 minutes de retard. Mais je pense que ça valait la peine et j'espère que ça vous aidera. Et je vous souhaite beaucoup de chance, de courage, de rigueur. Et puis, on va pas se laisser emmerder. Voilà. Merci. Théo, je réponds aux questions. Oui, ben écoute, on est très impressionné par les résultats du GTO. Et il y en a qui se demandent pourquoi il n'y a pas tout le monde qui utilise ce biomatériau. Pourquoi tout le monde n'utilise pas? C'est ça? Ben parce qu'il est nouveau et parce qu'il a été développé, la firme justement qu'il est en train de développer, que nous sommes, la firme est étant extrêmement prudente. Je suis celui qui a fait le plus de cas au monde et que maintenant, justement, ben, ça va se développer de plus en plus. Il y a des études qui sont en cours par Ulf Nalmark et bien d'autres, Piacelli et Baron, et sur le GTO. Il y a une vingtaine d'études en cours à ce sujet-là. Et donc, on ne se presse pas. Moi, je vous fais part de mon expérience, mais vous pouvez l'utiliser. Et moi, je l'utilise. Le seul problème, c'est qu'il coûte un peu cher et mes factures de chez Pred ont augmenté de façon significative. Mais une fois de plus, je suis fier de payer mes factures et je suis tranquille parce que si ça ne marche pas, je ne le fais pas. Alors, il y a même le docteur Francky qui se demande si on peut faire des augmentations verticales au lieu d'éviter de faire carrément une greffe de sinus avec le GTO, tellement c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut faire Je pense, verticale? Hippocrate disait que l'expérience est traître et que quand on a quelque chose que l'on veut faire marcher, ben, on va dans le sens du succès. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, il y a un protocole qui est là, qui est nouveau. On se base sur ce que l'on sait et je connais les résultats que j'ai pu avoir avec les sinus, vous l'avez vu, avec le MP3, avec des vis que je pouvais mettre et des bons résultats. Aujourd'hui, je suis en train d'avoir des résultats en vertical, mais je veux délimiter, réduire le nombre d'indications. Je pense qu'il est prématuré de se jeter dans un nouveau matériau, de commenter par ce qui est le plus dur, sans maîtriser. Ça fait 4 ans que je dis GTO et je le découvre encore. Et donc de se précipiter sur des augmentations verticales, des trucs comme ça, pour ensuite se casser la figure. Je pense qu'il vaut mieux commencer par des augmentations latérales. Lorsqu'on a des extractions et des comblements et que les alvéoles sont là, je vous dis franchement, aujourd'hui j'utilise du MP3 parce que je le compacterai plus facilement que le GTO. Il va un peu coller aux instruments et il coûte moins cher, le MP3. Donc pourquoi payer 30%, 40% plus cher alors qu'on a le même résultat? Donc extraction, je compacte avec du MP3. D'accord? Les sinus, de la même façon, vous voyez, comme nous disait notre ami Francky, ben, j'ai essayé de faire du GTO, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les résultats que j'ai avec du GTO sont moins bons que ce que j'ai avec du MP3. Donc aujourd'hui, je suis revenu pour les sinus au MP3. Je pense parce qu'il durcit du plus, peut-être qu'il se rétracte plus à cause de ça. Dans les sinus, j'en sais rien. Mais on a une courbe d'apprentissage. Donc, de grâce, ne sautez pas les étapes. Commencez tranquillement, comme je vous l'ai dit, autour des implants, en vestibulaire. Pour augmenter dans la phase 2, on peut augmenter le volume là et vous aurez du succès et on va apprendre ensemble à manipuler ça. Et je ne veux pas que les gens se disent, Peter, c'est miraculeux, on va augmenter de 10 mm en vertical, mais je vous signale que dans la petite nana, j'ai augmenté aussi en vertical, vous l'avez vu. Hein, mais je ne suis pas fou, je préfère avoir la ceinture et les bretelles. Luc, j'ai répondu à ta question? Je pense que oui. Il y a autre chose, Théo? Théo?
J'entends plus rien. Emmanuel? Moi, je suis là, mais je pense que c'est Théo qui a un problème de connexion. Bon, allez, il revient. Ouais, je pense Ça a sauté, ben excusez-moi. voilà, il est revenu. Alors, Voilà, et au point de vue de l'implant invertable, on se demande le couple de serrage. On se lorsqu'on demande, le met, oui, on le met quand je mets, moi, je mets toujours 50 newtons et je le serre et je le bloque. Si ça se bloque avant, ben, je ferai plus attention. Moi, quand je mets mes implants, je mets 50 et je serre. S'il y a moins, ben, il se bloque avant, et s'il y a plus, je finis à la main. donc des fois, tu es bien au-dessus de 50 newtons. Je peux être au-dessus de 50 newtons, Très mais bien. je fais attention de ne pas trop y aller. Si je vois effectivement que il y a des forêts de diamètre supplémentaire, si je vois qu'au milieu de l'implant, je suis trop bloqué, je dévisse l'implant, comme je le fais pour mes implants standards. Hein. Je dévisse, je fore un peu plus large et je mets l'implant. Pas la peine ni de sous-forer, ni de surforer. Là aussi, il y a une courbe d'apprentissage. Je ne l'ai pas encore totalement assimilé. Pour ça que et je trouve que les indications sont limitées aussi. Parce que j'ai plus de cas qui viennent me voir avec des pertes osseuses, avec des tables osseuses qui se cassent la figure totalement, comme vous avez pu le voir, qu'avec une belle beau patient qui vient avec une belle alvéole, une dent qu'on enlève qui est magnifique, avec 10 mm ou 15 mm d'os. Malheureusement, chez moi, ils ne viennent pas taper à ma porte. Mais voilà pour moi les limites. Et donc, la courbe d'apprentissage est là, mais c'est un implant intéressant. D'accord. Une petite question encore. Est-ce que tu peux nous donner des indicateurs pour des mises en charge immédiates à partir avec l'hostel ou avec la stabilité primaire de l'implant pour des cas complets ou cas unitaires? Est-ce que tu Quand peux on nous a des dire cas des repères? complets et qu'on a beaucoup d'implants, effectivement, une valeur entre 60 et 70, ou quand on a des cas partiels, on est tranquille. Donc, si vous avez 3 implants et que vous êtes à 62, 67, 65, vous mettez en mise en charge et ça ira bien. Si par contre vous avez un implant unitaire et que ce soit en plus une centrale ou une canine, il vaut mieux être au-dessus de 70. Et là, vous êtes tranquille. Mais c'est très intéressant l'utilisation d'Ostel parce que déjà, quand vous allez mettre l'implant, ça va vous donner un guide. Et si quand vous avez fini l'implant, vous êtes à 55, d'abord, si l'os n'est pas terrible, vous pouvez utiliser Dencha. Mais si vous êtes à 55, ce n'est pas la peine, avec 2 implants, de faire un bridge. Vous allez risquer de vous casser la figure. Si par contre, quand vous arrivez à une phase 2, vous mettez les implants et que vous ayez une valeur qui soit de 58, ben, il est peut-être pas mal d'attendre un peu, de faire un provisoire, d'attendre 3-4 mois de plus et de voir si la valeur est montée de 58 à 68. Et là, vous pourrez faire la prothèse définitive. Et si votre valeur reste au bout de 3 mois à 55 ou qu'elle descende à 50, ça veut dire que l'implant il va se casser la figure. Et donc, vous allez prendre des rendez-vous, faire des prothèses et perdre du temps. Et encore une fois de plus, des risques de contamination pour rien, parce que votre implant va se casser la figure. Donc, vous pouvez l'utiliser lors de la pose de l'implant, lors de la phase 2 et lors de l'évaluation. Si vous n'êtes pas sûr d'un bridge provisoire, vous avez fait une mise en charge immédiate, vous n'êtes pas sûr de l'implant, vous dévissez, vous testez l'implant. Et si la valeur est bonne, vous pouvez y aller. Et si elle n'est pas terrible, vous attendez un peu plus. Et si elle n'est pas encore terrible, vous ne faites pas. Vous changez l'implant. Très bien. Donc, Non, si tous les critères sont remplis, dans l'idéal, dans les conditions actuelles, tu favoriserais une mise en charge immédiate dès que la possible. majorité. Aujourd'hui, sachant ce que je sais là, en ayant eu cette discussion, en repensant à ma pratique, j'essaierai d'aller vers les mises en charge immédiates. Sauf que, quand je dis mise en charge immédiate, là aussi, on peut, dans le secteur postérieur, on s'en fiche, c'est-à-dire que les implants postérieurs, je mets les implants, j'opère en une étape, je mets des piliers multi-unites et j'attends si nécessaire, je ne sais pas, le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est réduire le nombre d'interventions. Voilà. On sait que ça marche aussi bien qu'on opère en un temps qu'en 2 temps. Si aujourd'hui, on peut éviter de faire du 2 temps, il y a encore des cas, selon le type d'augmentation, selon les dégâts, selon les exigences esthétiques, on travaille encore en 2 temps. Mais je vais aller vers cette direction, c'est-à-dire réduire le nombre d'interventions.
Très bien. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, hein. Voilà, ben écoute, je vous remercie tous d'être restés et je vous souhaite bon courage et beaucoup de plaisir et on va gagner tout ça. Hein, vous allez voir. Merci Allez, beaucoup, bye Patrick. bye. Et à très Merci. bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt, merci.